journal. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12h30 de ce lundi. Au sommaire, top départ de la campagne de vaccination contre le papillomavirus sur toute l'étendue du territoire national. Virus responsable du cancer du col de l'utérus. Seules les filles de 9 à 14 ans sont concernées par cette vaccination. Climat, la COP28 s'ouvre jeudi prochain à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. À cette session, le Togo va mettre en avant ses priorités en matière de lutte contre les changements climatiques. Et au Bénin, le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi se rencontrent cet après-midi. Les discussions vont porter sur les élections générales de 2026. Radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. La gestion des fonds Covid a fait objet de débats contradictoires vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Certains membres du gouvernement et ceux de la Cour des comptes ont été écoutés sur la dépense de l'argent mis à leur disposition. Suivons un passage de ce débat. Nous sommes ici pour faire comprendre à votre auguste Assemblée, mais aussi à la Cour, pour qu'on puisse se comprendre. Je n'ai pas reçu les termes de référence. Avant le démarrage de la mission, je n'ai pas été informé. L'essentiel des observations contenues dans le rapport d'audit a trait aux règles de procédure en lien avec l'exécution des dépenses dans le non-respect des règles de procédure et de contrôle, ainsi que la justification en matière de dépenses publiques. Alors, messieurs de la Cour des comptes, l'audit vous a-t-il permis de déterminer la part du fonds concerné par les irrégularités procédurales? Ça, c'est la première question. Nous regrettons que le ministre n'ait pas eu l'occasion de lire vraiment lui-même nos thèmes de référence avant le déroulement de la mission. Mais dans nos thèmes de référence, c'est bien précisé. Alors, la question que vous posez, c'est facile. Il s'agit des dépenses qui ont été financées exclusivement par les fonds Covid. Vous suivrez en fin du journal un extrait de ce débat à l'Assemblée nationale. Nous vous l'annoncions en titre, la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus a démarré ce lundi au Togo. Pendant 5 jours, les équipes vont sillonner les établissements scolaires et les lieux publics de toutes les localités pour vacciner les filles de 9 à 14 ans. Le lancement officiel s'est tenu ce matin à Toun, dans la préfecture du Moyen-Mono. Et comme à chaque campagne, des critiques se multiplient sur les réseaux sociaux. Hekpo Maounion, point focal PEV du district Grand Lomé, rassure. Il est au micro d'Alice Berthe Barandao. Nous avons certains qui sont des anti-vaccins, naturellement là pour saper les efforts que le gouvernement est en train de faire. Comme on l'avait dit, le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qui est réelle. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus sont des maladies qui sont là depuis et ce n'est pas une nouvelle maladie comme le Covid est venu. Et ces vaccins aussi étaient là depuis. Puis on a dit tant que plus de 117 pays ont déjà introduit cette vaccination dans leur système national de vaccination. Ça veut dire que ça se fait déjà dans la routine. Et dans ces pays, ce n'est pas seulement les pays d'Afrique. Les pays européens, il y en a plein dedans. Puis c'est eux qui ont commencé. Et les pays africains sont entrés dedans depuis. Donc le Togo ne fait que s'ajouter à ces pays. Donc il serait vraiment judicieux que chacun revienne à de bons sentiments. Comprenez que ce vaccin n'est pas venu pour limiter la naissance de la population africaine comme beaucoup pensent. C'est un vaccin qui est réel et qui va concrètement combattre un microbe, un virus connu pour sa maladie que ça cause depuis fort longtemps. La santé n'a pas de prix, dit-on souvent, faisons vacciner nos enfants. Climat, à la COP28 de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, le Togo a un bureau et un pavillon destiné pour la visibilité des priorités nationales. Juliette Camdet. L'agriculture durable, avec des pratiques agroécologiques et un accent sur la maîtrise de l'eau, la construction d'une économie résiliente au changement climatique et à faible émission de carbone, qui inclut des initiatives de transition énergétique, de mobilité verte, de foresterie et biodiversité, de santé,
de l'assainissement et de déchets. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Folibasi Katari, fait le point des conséquences du changement climatique au Togo. Le changement climatique n'épargne aucun État dans la productivité au niveau de l'agriculture. Et vous allez constater que depuis un certain nombre d'années, nous enregistrons des maladies beaucoup plus respiratoires dues surtout à la pollution de l'air. Et puis ensuite, vous voyez que notre côte, avec l'érosion côtière, il y a déjà certaines maisons qui sont englouties dans l'océan. Il est tout à fait nécessaire que notre pays s'associe à toutes les discussions qui ont trait aux différentes réflexions, qui essayent de voir qu'est-ce que nous allons faire pour trouver la solution à ces changements climatiques. La conférence se tient du 30 novembre au 12 décembre prochain. Merci à vous, Juliette Kamdé. Environnement toujours, protection de la zone côtière du littoral togolais, la construction des épis et des roches sur la côte est le projet programmé pour lutter contre l'érosion côtière. Les acteurs du projet ont durant une semaine visité ces sites de construction, mené des consultations avec les populations et la sensibilisation de ces dernières. Après cette tournée, des rapports ont été dressés. Les différents acteurs se sont retrouvés la semaine dernière à Aného pour leur évaluation et validation. Le compte rendu avec Odoudou Monique et Raoul Tetonyake. Ces rapports concernent l'impact environnemental et social et le projet de comblement du bras lagunaire d'Aného. Les deux documents mentionnent la construction de 22 épis, le dragage et le rechargement de 770 000 m3 des 22 casiers entre Gbodjom et Agbodrafo, Goumou, Kopé. Ces travaux permettent de protéger le littoral du Togo contre l'érosion côtière et la protection des infrastructures routières, hôtelières, des populations et leurs habitations situées le long de la côte. Pour Ezebio César, ingénieur génie civil côtier de Ouaka, c'est la satisfaction. Nous ne pouvons pas commencer les travaux tant que, surtout les problèmes de dédommagement ou les travaux impact ne sont pas résolus. Donc, durant toute la semaine, nous avons consulté le public pour qu'ils aussi réagissent par rapport à cette étude environnementale et sociale. Et nous sommes satisfaits de la participation partout où on est passé. Après cette phase, nous allons rentrer donc dans la phase importante. Nous allons envoyer le rapport aux partenaires financiers, la Banque mondiale. Une fois que ce sera validé, donc nous allons mettre en œuvre les dédommagements et cela permettra donc de commencer les travaux. L'initiative est du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui est le promoteur. Le projet est coordonné par l'Agence nationale de gestion de l'environnement avec l'exécution de Ouaka RICIP. Raoul Tetonyake, la suite de ce journal. Pour ses 20 ans au service de professionnalisation des acteurs des médias, l'École supérieure des techniques et arts de la communication ESTAC a rencontré la presse vendredi à Lomé. Il s'est agi de faire le bilan des activités pendant les 20 ans d'existence de l'école. Plus de détails avec Messan Tougoué avec la voix de Geneviève Pognon. Un regard dans le rétroviseur. Un bref bilan durant les 20 ans d'existence avec Amévi Dabla, directeur administratif de l'ESTAC. En 20 ans, nous avons formé presque 400 étudiants dans la profession de diverses nationalités, surtout du Togo, du Bénin, du Burkina, du Gabon, du Tchad, qui sont aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonctions à des postes de responsabilité, par exemple, présentation de journal, la rédaction de tests, attachés de presse et autres. Et voilà que nous avons besoin de nous arrêter, mesurer le chemin que nous avons parcouru pour voir comment nous relancer. Au regard de ce bilan, l'ESTAC se projette dans l'avenir afin d'apporter une touche pour l'amélioration du secteur de la communication au Togo. Retrouvons M. Dabla. Au Togo, nous avons envie d'augmenter un peu ce que nous faisons. Notamment, il y a des défis à relever, donner beaucoup plus de place aux étudiants pour qu'ils puissent apprendre davantage de ce qui est de la profession et travailler demain pour relever le niveau de la compréhension de ce qu'on a de ce métier. Aujourd'hui, il y a les nouveaux médias et autres. Il faut quand même que nous puissions
nous mettre à ce niveau pour qu'on puisse aider les gens à s'investir davantage. L'École supérieure des techniques et arts de la communication ESTAC forme au diplôme de BT, BTS, licence et master en journalisme et communication. La suite de ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République qui vient de nous parvenir. Clarisse Tambité. Le président de la République, son Excellence Faure Essozemna Gnassingbé, est arrivé ce 27 novembre 2023 à Astana, au Kazakhstan, pour une visite officielle à l'invitation de son homologue, son Excellence Kassim-Jomart Tokayev. Ce premier déplacement du chef de l'État togolais en terre kazakh consacre une nouvelle ère de coopération entre le Togo et le Kazakhstan. Les présidents Faure Essozemna Gnassingbé et Kassim-Jomart Tokayev vont s'entretenir sur des sujets d'intérêt commun relatifs, notamment aux investissements, au commerce, à l'énergie, au transport, à la logistique ainsi qu'à l'agriculture. Ils aborderont également des questions liées au développement du continent africain, aux défis économiques, à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion de la paix et de la sécurité dans les différentes régions du monde. Durant son séjour, le chef de l'État visitera des sites socio-économiques et institutionnels du pays. Pour rappel, les deux dirigeants avaient, au cours d'un échange téléphonique en octobre dernier, défini les modalités de renforcement de cette coopération dans l'intérêt de leurs populations respectives. Merci à vous, Clarisse Tambité. Culture à présent, mademoiselle Djogbenou Ablavi Pauline, 24 ans, peintre, décoratrice, bâtiment et sacrée, Miss Artisanale, édition 2023. Elle a pour première dauphine mademoiselle Amouzou Yawa, 28 ans, couturière et deuxième dauphine, Atonle Lelanda, 23 ans, tresseuse esthéticienne. C'était lors de la grande finale de l'élection Miss Artisanat. L'événement a pour thème la place de la femme artisane dans l'édification de la cité. Actualité hors du Togo au Bénin, le président Patrice Talon reçoit cet après-midi au palais présidentiel le principal parti d'opposition, les démocrates. Boni Yayi, qui le dirige, va conduire en personne la délégation. Récemment, il a écrit à la communauté internationale pour dénoncer le système électoral et réclamer un audit du fichier en vue des élections générales de 2026. Patrice Talon les invite pour en discuter, mais l'opposition souhaite élargir la discussion à d'autres sujets. Présidentielle en RDC, la campagne électorale bat son plein. Différents candidats se déploient à travers le pays. C'est dans un bain de foule géant et dans une ambiance à la congolaise que Bukavu a accueilli son fils prodige Denis Mukwege, candidat à l'élection présidentielle. Dans la capitale provinciale du Sud Kivu, le prix Nobel de la paix 2018 a promis de mettre fin à la guerre et de lutter contre la corruption dans son pays. Pour l'actualité sportive, vous suivrez le magazine des sports à 13h03 comme tous les lundis. Milek Agbokou est en studio avec nous pour nous parler des grandes lignes. Milek, bonjour. Bénédicte Kanda, bonjour. Il sera question du championnat africain scolaire à zone UFOAB. Ah oui, les Togolaises sont sacrées et championnes. Elles vont donc représenter la sous-région à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont battu les Ghanéennes hier 2-0. Super. Vous allez nous parler également de la 5e journée du championnat d'élite de football. En tente de Lomé éteint le feu du leader Gomido de Kpalimé et Zobibi 2-0. Malgré cette première défaite, Bénédicte, les Showboys de Kpalimé gardent toujours le fauteuil de leader. Et la Ligue des championnats CAF. Premier match de poule, Al-Ali et l'Espérance de Tunis soignent leur entrée. Le Wydad de Casablanca chute face au Galaxy. Et pour finir, Milek, on finira avec les sports de main, éventuellement avec les préparatifs de l'équipe nationale féminine de volleyball qui prépare justement les Jeux de Lac-Noir. Merci à vous, Milek Agbokou. À tout à l'heure donc pour le magazine des sports à 13h03. L'information insolite du journal pour terminer. Une Américaine née avec 2 utérus est enceinte de 2 filles, chacune dans un utérus. Un cas extrêmement rare de l'aveu des médecins.
bien moins de 1% des femmes naissent avec un double utérus et un double col de l'utérus. Et la probabilité d'avoir un enfant dans chaque utérus est vraiment minime. La grossesse de Kesley Hatcher étant très rare, elle est considérée comme à risque par les médecins. Pour l'heure, les 2 filles se portent très bien et l'accouchement est prévu pour Noël. Mais les jumelles pourraient naître à plusieurs jours d'intervalle. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal, mais comme promis, ne quittez surtout pas. Voici l'extrait du débat contradictoire à l'Assemblée nationale. Ce débat porte sur la gestion des fonds Covid-19. Nous sommes ici pour faire comprendre à votre auguste Assemblée, mais aussi à la Cour, pour qu'on puisse se comprendre, je n'ai pas reçu les termes de référence. Avant, en tout cas, le démarrage de la mission, je n'ai pas été informé. La dernière fois, d'ailleurs, quand vous m'aviez interrogé, c'était le directeur général du Trésor qui était là. J'ai tourné pour lui demander s'il avait reçu les termes de référence, parce que c'était pratiquement le point focal. C'est au Trésor que tout se déroulait. Et il m'a fait signe que non. Et je vous ai dit non. Mais nous sommes allés au-delà. Nous avons fouillé, puisque vous nous aviez dit aussi que la Cour avait indiqué qu'elle avait envoyé. Donc, nous avons retrouvé une lettre de la Cour qui date du 18 août 2021 et qui dit ceci. Permettez-moi, Madame la Présidente de la Commission, de vous lire la lettre de la Cour pour la bonne compréhension de tous. Transmission des TDR de l'audit des dépenses des fonds Covid-19 à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, par lettre numéro 1119 MEF-TEL du 1er juin 2021, vous avez demandé à la Cour des comptes de reprogrammer en urgence la mission d'audit des dépenses de la Covid-19. À cet effet, j'ai l'honneur de vous transmettre les TDR qui prennent en compte, d'une part, l'extension de l'audit à toutes les dépenses et ressources relatives à la riposte au Covid-19, conformément à votre lettre, ci-dessus référencée. Et d'autre part, l'allongement de la durée de la mission et l'augmentation du nombre des membres de l'équipe d'audit qui ont entraîné des coûts supplémentaires estimés à 5 900 000 francs CFA, tel que présenté dans le budget annexé au TDR. Par ailleurs, et c'est là que c'est important, le deuxième paragraphe dit ceci. Par ailleurs, la Cour a eu des séances de travail avec l'équipe focale que vous avez mise en place à cet effet et a effectivement démarré ses travaux depuis le 21 juillet 2021, conformément aux termes de référence élaborés par la Cour et transmis au président de l'équipe focale pour validation. C'est là. Vous voudrez bien faire prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place de ces crédits complémentaires pour permettre à l'équipe d'audit de mener à bien sa mission. C'est en recherchant que nous avons retrouvé que la lettre que la Cour a envoyée a été affectée par le secrétaire général d'alors directement au budget, puisqu'il y a une demande de crédit complémentaire. Et le directeur général du budget a transmis un bordereau au directeur des finances pour mise en œuvre du crédit. Ils n'ont pas, c'est les budgétaires, les TDR, ils n'en ont pas parlé. Ils ont transmis pour mettre en place le crédit demandé. Et le crédit demandé a été mis en place et mandaté. Voici les justificatifs. Maintenant, le bordereau que le directeur général du budget et des finances d'alors a transmis, il a transmis avec les TDR, tout le fonds de dossier, aux finances. Qui a traité les finances, c'est la mise en place des crédits. Les TDR qui étaient joints. Mais ce qui est important, qui a créé donc cette
je vais dire, c'est un gap de communication qu'on a eu entre la cour. On ne jette pas la pierre dans le jardin de la cour. On n'est pas là pour s'accuser, mais c'est pour éclairer et dire la vérité de façon sincère pour que nos concitoyens, et sur tous les points, nous allons expliquer avec les preuves, qui parfois sont même dans le rapport de la Cour. Mais parfois, comme il y a eu peut-être un déficit de communication, il n'y a pas eu beaucoup d'explications pédagogiques dans certains mécanismes, ce qui a conduit à la mécompréhension. En fait, la Cour avait déjà commencé sa mission le 21 juillet même. C'est la Cour qui l'affirme dans son paragraphe 2, dans sa lettre, qui date du 18 août, c'est-à-dire un mois après. Donc, on n'a pas eu, personnellement, la Cour est là, le chef de mission est là, on n'a pas eu d'échange direct sur les termes de référence avec la Cour. La dernière fois, quand la Cour était venue me voir, on n'a pas discuté même des termes de référence. Ça, c'est dans le processus de l'audit qu'ils sont venus me voir, pour dire qu'il y a un certain nombre de justificatifs qu'ils n'avaient pas retrouvés au Trésor. Et je leur ai dit, compte tenu de la situation et de la décentralisation de l'action, les justificatifs sont parfois auprès des organismes qui ont été bénéficiaires des allocations budgétaires. Mais j'ai dit au président et à l'équipe, s'ils sont là, que ces justificatifs, souvent, ils envoient plutôt au budget. Parce qu'avant que je n'accorde un nouveau crédit, j'exige qu'on explique comment le précédent crédit a été utilisé. Et qu'ils pourraient trouver ça, certainement, certaines pièces au niveau de la direction générale du budget, qui doit normalement transmettre ça après au Trésor. Donc voilà ce qui s'est passé et là où il y a eu un hiatus. C'est une question de procédure. Je pense que sur cette question, ce n'est pas vraiment l'essentiel, mais c'est très important. L'essentiel aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les comptes ont été bien tenus, est-ce qu'il y a eu un trou dans la gestion des fonds de riposte, Covid et de solidarité ou pas. Et nous sommes là pour éclairer. L'essentiel des observations contenues dans le rapport d'audit a trait aux règles de procédure en lien avec l'exécution des dépenses dans le non-respect des règles de procédure et de contrôle, ainsi que la justification en matière de dépenses publiques. Alors, messieurs de la Cour des comptes, l'audit vous a-t-il permis de déterminer la part du fonds concerné par les irrégularités procédurales? Ça, c'est la première question. Les fonds ont été alloués à des dépenses précises. Et ce sont ces dépenses que nous avons donc examinées du point de vue de leur procédure et aussi du point de vue de leur éligibilité par rapport à la Convention et aussi à nos termes de référence qui ont bien précisé que nous allons examiner la bonne utilisation des ressources. Nous regrettons que le ministre n'ait pas eu l'occasion de lire vraiment lui-même nos termes de référence avant le déroulement de la mission. Mais dans nos termes de référence, c'est bien précisé. Alors, la question que vous posez, c'est facile. Il s'agit des dépenses qui ont été financées exclusivement par les fonds Covid. Et on n'a pas indexé d'autres dépenses générales contenues dans le budget de l'État. Le ministre a dit tout à l'heure qu'on a émis un avis de conformité au niveau de notre rapport sur l'exécution de la loi de finances. Et nous prenons la précaution de dire, sous réserve d'autres audits approfondis sur des aspects particuliers, nous prononçons une conformité générale. Mais l'audit que nous avons eu à mener était un audit plus approfondi. Et on a constaté que dans beaucoup de cas, les règles procédurales n'étaient pas respectées. Quand nous étions chez le ministre, moi j'y étais également, notre intention, après les civilités, on a dit au ministre que, sur insistance de notre premier président, nous sommes venus le rencontrer compte tenu des bons rapports qu'il y a entre le ministère des Finances et nous. À cette occasion, moi, je souhaitais attirer son attention sur certaines dépenses exécutées en urgence, que ça existe toujours, on le connaît tous. Mais
il faut qu'ils prennent la précaution de régulariser ces dépenses en mettant en place certains marchés de régularisation ou d'autres procédures, et qu'il est important qu'on ait les pièces justificatives des dépenses pour nous permettre de faire sauter certaines observations contenues. Mais on n'a pas eu l'opportunité d'expliquer tout ce détail. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg